Bonjour, excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre en ce 18 janvier 2022. Le 18 janvier est une date mémorable pour les Algériens car elle nous rappelle le sacrifice du shahid Didouche Mourad. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, qui sait, vous êtes peut-être d'une autre rive de cette mer Méditerranée, vous ne connaissez pas l'histoire de l'Algérie, eh ben, c'est un des artisans les plus précieux du déclenchement de la révolution armée. C'était aussi un militant nationaliste de la première heure, tombé au champ d'honneur un 18 janvier, d'où la nécessité de rappeler son héroïsme et aussi son sacrifice. Ce sera en compagnie de Hassan Arab ce matin, qui reviendra sur le parcours du shahid, ainsi que Sofia Chouban qui a dressé un portrait du shahid Didouche Mourad. Ce matin, nous aurons le plaisir aussi de prendre part à tout un élan de sensibilisation en vertu justement de galvaniser un petit peu la conscience collective par rapport au danger du coronavirus. Et bien sûr, le monde est frappé par cette quatrième vague de coronavirus. L'Algérie n'est pas en reste. Les structures sanitaires évoquent une flambée de la contamination au nouveau variant Omicron. Nous verrons tout cela avec une spécialiste, une virologue et médecin responsable du laboratoire de grippe et virus respiratoire à l'Institut Pasteur. Aïcha Ben Salem viendra justement nous donner tous les détails relatifs à cette quatrième vague. Et justement, pour vous armer, pour vous aider à lutter, à aussi bien vous armer sur le plan nutritionnel par rapport à cette atteinte au coronavirus, pour aussi vous aider à prévenir d'une certaine manière en fortifiant votre corps, prévenir l'atteinte par le coronavirus. Nous aurons le plaisir de recevoir une nutritionniste qui viendra également vous donner quelques conseils. Il s'agit de Samira Hachi et bien sûr Siham Kenouch nous parlera dans sa rubrique où en fin de compte je pense que voilà elle a transformé un petit peu l'intitulé de sa rubrique qui a été baptisée tout récemment en fin de compte. Donc on parlera de contes et de mythologie à travers un personnage qui justement effraie les enfants. Elle roule en l'occurrence l'ogresse. Il paraît qu'elle a une relation étroite avec la médecine et la prévention. On verra ça avec Siham Kenouch. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur cette semaine sportive avec notre ami Bouguenmoir qui viendra nous parler de toute l'actualité sportive, bien sûr, qui est un petit peu dominée par l'actualité au Cameroun, Cannes 2022. Nous y reviendrons également, entre autres, avec notre correspondant, peut-être Saïd Fellek, s'il est disponible. On pourra aussi avoir l'état d'esprit général de l'équipe et justement du déroulement de Cannes cette semaine. Donc merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, comme d'accoutumé, nous vous proposons un point météo. Il est signé Amel Laribi qui est fort heureusement de retour aujourd'hui. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïnama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver. Merci enfin. beaucoup. Ça va bien, Ça remise? va. Oui, ça va très Alors bien. aujourd'hui, on est dans cet élan de sensibilisation au coronavirus. Exact. Vous l'avez Malheureusement. hélas, malencontreusement chopé, comme on dit. Mais ça va, alhamdoulilah. Ça va, ce n'était pas trop grave. Non, ça va, c'était un peu léger, ça va. Voilà, À part les immunisé, courbatures. on dira allez. Oui. Pour rester positif, immunisé pendant quelques temps contre Pour ce quelques virus. mois. Pour quelques mois. Très bien, on ne va pas s'attarder sur cet Merci, aspect. Nadia. On va surtout décortiquer avec vous les oui. cartes, Eh comme ben, d'habitude. eh ben oui, malheureusement, Elles c'est ont le dû beau vous temps. manquer. Ah bah non, Non, pas ce beau temps-là. Hein. Ah oui. J'aurais préféré de la pluie. c'est vrai, comme d'habitude. Vous n'avez Ouais. pas changé d'un iota. Oui, Alors oui. oui, il y a du soleil. Oui. J'en suis ravie, mais Malish. soleil Allez-y, partout. donnez-nous le détail.
D'accord, merci Radia, bonjour à tous. Eh bien oui, on aura de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux et les reliefs de l'intérieur. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, avec toutefois quelques nuages sur les régions de l'Est. Par contre, la moitié sud, eh bien le ciel restera souvent voilé sur le sud-ouest, passagèrement nuageux vers le sud des Oasis et le Sahara oriental. Ailleurs, l'océan restera bel et bien présent, avec toutefois des zones de sable, cette fois-ci vers Tindouf et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de saison cette fois-ci, avec un minimum de 9 degrés du côté d'Al-Bayt, 11 Djelfa, 12 Tiaret, également Constantine, Batna, 14 Tizi Ouzou, 15 degrés Alger à Naba, 17 à Oran et Tlemcen, également Biskra, 13 degrés Béchar, Gardaya, 15 à Ilizi, 13 degrés à Janet, 15 Tindouf, 19 Insalah, et enfin 24 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui souffleront entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest, 20 à 40 sur le côte centre de secteur est et 10 à 20 km/h sur le côte est, et elles seront de secteur est et elles seront peu agitées, on va voir cette fois-ci le continent, le sud de l'Afrique, où le ciel restera peu nuageux à Abuja, Abidjan, également Bangui, passagèrement nuageux à Kinshasa. Ailleurs, les pluies seront de retour à Addis Abeba, Nairobi, Antananarivo, Windhoek, le Cap et Lusaka. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 32 degrés à Abidjan, 33 à Abuja, le maximum 34 à Bangui, en passant par le minimum 19 degrés à Addis Abeba, 23 à Nairobi, 22 à Lusaka et 25 degrés à Antananarivo. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel. C'est moi que merci. Excellente journée à vous également. Excellente journée. J'imagine le bonheur que vous ressentez ce matin de retrouver toute l'équipe. Ah bah oui. Enfin, je les ai retrouvés dimanche de toute façon. Ah d'accord, donc Ouais. pour nous ça a été un bonheur en tout cas ce matin de vous C'est voir gentil. au maquillage assise comme ça, Merci. comme d'accoutumée. Bon, il manquait la touche musicale. Ah oui. Oui, on n'a pas eu de la musique cette fois-ci. Oui, Mais on va la voir ici. on va se rattraper tout de suite. Allez, hein, Amel. allez-y. Alors, On va se rattraper avec une très belle chanson interprétée par Monsef Bechtarzi qu'on n'a pas Notre écoutée collègue. depuis très longtemps. Hein. Oui. C'était aussi notre collègue, effectivement. oui. Voilà, donc Monsef Bechtarzi nous interprète tout de suite Kunna Mjem'aine, oui, enfin Rana Mjem'aine. Enfin. تفكر كي كنا صغار، تفكر ذاك الزمان، شوف كاش ولا المكان، كبرنا ونسينا، جاز الوقت جات وقعدوا ذكريات، كانت الطريق طويلة ذاك الوقت ظهرت لنا، قرينا ولعبنا، شفنا عوام جايزين، وحلفنا ما بيناتنا نبقى كلنا مجمعين. الوقت اللي رانا فيه ما يسمح لك تستهزأ، بالعقل رانا نسينا الكلمة، نسينا القول، وش كان يبان بيض ولا كل شي سود، تبحرنا في خدمتنا، خمو في الماء اللي بقالنا، رانا مسافرين فهاد طريق طويلة، واحد ما يونس فيه، تفكر كي كنا كلنا مجمعين.
قدام دار الشي قدام الدار اللي ربتني راني نشوف البعيد دمعة في العين طاحت لي واحد فينا ما عنده الحق ينسى الزمان واحد فينا ما ينسى هاد المكان كنت وحدي داك النهار كي كتبت هاد الكلام تفكر داك اليامات تفكرت كي كنا مجمعين تفكر داك اليامات كي كنا مجمعين Encore une fois, bienvenue à tous ce matin. Tout de suite, nous allons retrouver notre conteuse préférée, Siham Kennouch, qui est déjà là. Bonjour Siham. Bonjour chers amis et bonjour à vous tous qui nous regardez. Les lèvres tôt, surtout, dans cette matinale, enfin cette matinée plutôt froide, fait froid. Froide, mais votre bleu est tellement dégage, beaucoup de chaleur. Et vous aviez dit que c'était un bleu qui augure, de bon augure. De bon augure voilà. Et qui me va très bien. Regardez, c'est pas la modestie qui m'étouffe. Je confirme. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, vous portez une très très belle chaîne. Hein. Ah, bah c'est gentil. Allez, c'est bien. On va, oui, c'est très animé en bas. Voilà, merci beaucoup Siham. Et donc aujourd'hui, bon là, on est vraiment dans les choses très positives. En revanche, le personnage que vous avez choisi de mettre en relief ce matin, hante les cauchemars des plus petits en général. Bah écoutez, oui, des petits et des grands aussi. Des petits et des grands. C'est l'anti-héros par excellence des contes merveilleux. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un conte merveilleux? Le conte ne peut être merveilleux que lorsqu'il y a des créatures imaginaires. C'est-à-dire, on parle de contes merveilleux quand il y a des dragons, des ogres, des ogresses, justement, des petits elfes, par exemple, des elfes, etc. Donc, ce conte-là est merveilleux et dans le conte merveilleux, le personnage qui revient souvent chez nous, notamment en Algérie, c'est le roula. Ah oui, le roula ou le roula. Alors, cette roula qui faisait... qui effrayait tout le monde et chaque conteur dans le passé lui donnait un aspect assez terrible, on va dire. Je me rappelle de ma pauvre grand-mère qui nous racontait d'une certaine roula qui mangeait les hommes et qui confectionnait des chèches un petit peu comme le mien, comme ça, mais avec des tripes. Vous voyez un petit peu, il y avait... Ça a dû... et elle avait même du sang qui coulait tout le long de son visage, qui prenait jamais son bain, et puis qui avait des mains très sales avec des ongles qui poussaient très longs, c'est pour qu'elle puisse griffer, etc. Donc c'était un personnage où l'imaginaire a nourri avec toutes sortes de choses qui fait peur. Oui, des descriptions, voilà, un peu hideuses. Tout à fait. Donc c'était un personnage qui devait absolument faire peur, qui devait absolument... J'adore la musique. J'ai l'image aussi. J'adore la musique. Là, ça c'est drôle. Là, par excellence. Hein, là, franchement, la pauvre. Donc chacun lui a donné une certaine dimension qui devait absolument être affreuse et qui devait surtout faire peur. D'accord. Le roula par-ci, le roula par-là, près de chez le roula un petit peu simplé, le roula qui mangeait ses enfants dans le langage universel. On ne parle plus de sorcière maléfique que de roula. Mais c'est la même chose en fait. Une sorcière maléfique ne peut être qu'une ogresse. Et bon, le roula, elle existe dans pratiquement 90% des contes populaires. La question aujourd'hui, quelle est l'origine de cette roula? D'où vient-elle? Que représentait
le roula avant aujourd'hui. Déjà, quand on prend les anciens textes, hein, alors les anciens textes, les anciens écrits, les anciennes poésies, etc., jusqu'à la période, donc je parle d'Arabie, la période pré-islamique, dans ce qu'on appelle l'Asr al-Jahili, etc., il y avait toujours Su'ala. Oui. Et Su'ala est une forme de L'époque Grèce. profane. L'époque profane. Voilà, c'était toujours une créature maléfique qui habitait les endroits qui n'étaient pas habités par l'être humain. En fait, le roula trouve son origine dans le panthéon sumérien. Donc quand on parle de la civilisation sumérienne, c'est la civilisation qui a régné sur la Mésopotamie. On est en Mésopotamie. Nous sommes à donc, 5000 la ans avant première Jésus-Christ. civilisation du monde. Oui. Où là on a écrit. Donc nous sommes à peu près à 5000 ans avant Jésus-Christ, même en pleine préhistoire, etc. Et dans cette civilisation, bien sûr, comme toutes les civilisations qui avaient une connaissance scientifique et littéraire aussi, il y avait un panthéon, il y avait des dieux. Et à chaque activité, il y avait une divinité. Alors, on l'appelait Gula ou Roula, une déesse représentée par une femme avec un petit chien qui l'accompagnait tout le temps. Et cette femme, c'était la déesse de la guérison. D'accord. C'était le docteur, c'était le médecin, c'était la déesse de la santé. De la santé. Donc, cette Roula était capable et était là pour effacer et tuer les maux, les maladies. Donc, elle ne pouvait être méchante qu'avec les méchants, c'est-à-dire avec les virus, les bactéries, les maladies, les choses qui nous faisaient, nous les hommes, mal. Le roula, à l'origine, sauvait les hommes, ne mangeait pas les hommes. Donc, le roula mangeait ceux qui tuaient les hommes. Alors, le roula, c'est un antidote, c'est un vaccin. Hein, dans le langage courant, c'est un docteur. Oui, c'est un docteur. C'est une femme, une guérisseuse qui protège l'homme. Et après, ça s'est développé. Parce que pour parler, par exemple, à un enfant malade, lui dit, ne t'inquiète pas, mon fils, cette fièvre va être tuée par le roula. Parce que le roula, elle va venir, elle n'allait pas tuer l'enfant, elle allait protéger l'enfant. Donc cette roula, ou cette déesse donc, de la médecine sumérienne, allait faire mal à la maladie et non pas à l'enfant. Avec le temps et avec les générations et les transmissions, nous avons l'esprit humain à créer un personnage dont il faut avoir peur. Et est-ce que le roula... À la base, on craint une divinité. À la base, à la base, il y a toujours... On idolâtre, mais exactement. Il y a toujours cet élan métaphysique qui est toujours là chez l'homme. Mais attention, en fait, le roula ne va manger que les méchants. Parce que si tu finis pas ton assiette, elle a le roula. Donc automatiquement, tu deviens quelqu'un qui n'est pas dans l'héroïsme, tu deviens un anti-héros. Voilà, elle punit comme jadis, elle punissait les maux et les maladies. Donc Roula, actuellement, un personnage qui existe dans les contes, qui se trouve facilement dans la mythologie ou l'ancienne mythologie sumérienne et qui, elle, était en fait la guérisseuse. Y a-t-il des légendes autour de cette roue-là qui remontent vraiment à l'ancienne Antiquité? Il y a des histoires, il y a des poésies, il y a des tablettes d'argile. On la retrouve un petit peu partout. Par exemple, dans l'épopée, la première épopée de l'histoire de l'humanité, dans l'épopée de Gilgamesh, lorsque Enkidu s'est trouvé ou a trouvé la mort, Gilgamesh est parti voir le Goula. Et le Goula lui a dit, on ne peut ressusciter les morts. Et c'est là qu'il est parti voir Utanavashtim, c'est-à-dire le Noé gilgameshien ou sumérien, qui lui a dit, en fait, il y avait cette plante qui redonnait la vie, la plante d'éternité, l'élixir de vie, que tu peux trouver ailleurs. Et il est parti à la recherche de l'immortalité. Voilà. L'immortalité n'existe pas. Donc, le Roula, un phénomène guérisseur ou malfaiteur, le Roula n'attaque que les méchants. Que ça soit, si seulement le Goula pouvait revenir et éradiquer ce coronavirus. Je pense qu'il y a une certaine Roula qui peut le faire à travers les vaccins, à travers la prévention, etc. Et je pense que le Roula, chacun a sa propre Roula, sa conscience qui est ici et qui doit faire face.
Voilà. Absolument. Et qu'en est-il de la mémoire collective algérienne? Donc, quels sont les récits les plus fréquents, les plus connus autour de Roula chez nous? Alors, il y a le Mqiddish el Roula. Oui, ça, on en a parlé une fois. Oui. Dans le Mqiddish el Roula, c'est assez spécial parce que cette Roula, en fait, n'est pas aussi méchante que cela. Le Roula est plein de choses, d'imperfections, ne va pas bien, elle est très lente, elle ne se lave pas tout le temps. Et Mqiddish, c'est un futé. Mqiddish était très intelligent, Oui. donc il pouvait Mais facilement... Ouais, mais elle dévore aussi les humains dans ce conte. Alors, elle dévore les humains, oui, les méchants, entre autres. Il y a le conte Smaanda, qui est très répandu en Algérie, du côté de Nouakchott et aussi dans l'Atlas Blidéa. Ce petit Smaanda qui commence, c'est une très très longue bhadja, comme on l'appelle, c'est un long conte, et qui parle justement, qui commence avec une roula qui prend un aspect humain. Une apparence humaine. Voilà, Très un bien. aspect humain, et qui mange les bébés, en fait. Elle, c'est une dévoreuse de bébés, donc c'est la femme qui doit protéger son enfant, qui doit protéger son bébé. Il y a l'Ounja, le Roula, parce que quand on parle de l'Roul, on parle de sa femme, le Roula. Il y a aussi ce qu'on avait dit, le petit poussé algérien, Oui. ou le Mqiddish aussi de chez nous qui se cachait Défier le chez Roula, qui exactement. essayait de... Donc voilà, le Roula, en fait, elle n'est pas si méchante que ça. Hein. Elle est petite, gentille pour moi. Donc dis-moi de la bohela. Oui, mais puisqu'il arrive justement à contourner sa méchanceté Tout à fait. et à Donc, jouer des tours comme ça, dans des pièges, bah oui, lui dresser des pièges. alors Mqiddish s'est même caché dans une pastèque et elle l'a vu et puis elle n'osait même pas le manger. Elle a pris juste sa mèche qui dépassait et puis elle jouait avec sa mèche. On disait Gatish, Marou, Gatish, Nakulek Aziz Aliya, Nkhalik Tatmaskhar Biya. Donc vous voyez, elle est plutôt sympa. Plutôt sympathique, effectivement. Voilà. Et enfin, d'habitude, vous êtes conteuse, en fait, vous évoluez sur des scènes. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de raconter et de voir des réactions auprès des enfants, des réactions de peur, des réactions... Des réactions de peur, non. Mais j'ai l'impression que nos enfants connaissent déjà l'imaginaire et ils connaissent le fictif, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que ce n'est qu'un conte. Mais il m'est arrivé de faire de l'interactivité avec les enfants en leur demandant justement de me décrire une roula. Donc, oui, comment aller cette roula et chacun donnait du sien. Donc, on a créé une roula comme on voulait, nous. Donc, c'est à travers les enfants. Non, elle a des poils partout. L'autre te dit, elle sentait pas trop la rose. Et puis, un deuxième vous dit qu'elle ne portait jamais de vêtements propres. Et chaque enfant développait donc son idée. Et c'est quelque chose de s'extérioriser. Hein. C'est une manière de parler de ses peurs. C'est une thérapie, si on veut. Parce que, bon, décrivez-moi une roula, c'est comme un psychologue ou un psychanalyste qui demande à un enfant de lui dessiner ses peurs, de lui dessiner une roula. Donc, à chacun de son expression. Chacun l'exprime à sa façon. Exactement. J'imagine que vous avez eu droit à beaucoup de récits. Le plus insolite? Celui de ma grand-mère. Ah, d'accord, on reste sur les tripes. Grand-mère. Franchement, des tripes en chèche, des chèches en Oh là là, tripa. c'est quelle horreur. Et ouais. Absolument. Bon, ben, on s'excuse pour ceux qui sont à table en train de prendre leur petit déjeuner. Bon, mais il n'y a pas de souci. Hein, Merci beaucoup, Siam Kenouch. Ce fut très sympathique, comme d'accoutumé. Et puis, si vous êtes à table, bien sûr, bon petit-déj, bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Dans un moment, nous allons vous offrir un moment, un retour vers l'histoire ancienne, une histoire vraiment qui nous est chère, celle de la Révolution, à travers justement le récit du martyr Didouche Mourad. Ce sera avec notre collègue Hassan Arab qui se prépare à entrer tout de suite après ceci.
Bonsoir, bienvenue à tous. Tout de suite, nous allons ouvrir une page d'histoire avec Hassan Arab ici présent. Bonjour. Bonjour, Radia. Ça va bien? Ça va? Non, ça va. Alhamdoulilah. Le 18 janvier est une date vraiment mémorable, marquée avec des lettres de sang, je dirais. De sang. Celui du martyr Didouche Mourad, n'est-ce pas? Effectivement, donc le 18 janvier 1956, il y a exactement 67 ans, Didouche Mourad, l'un des artisans de la guerre de libération nationale et l'un des chefs charismatiques de la préparation du 1er novembre 1954, tombe au champ d'honneur au nord de Constantine. Oui, les armes à la main, donc lors d'une bataille, voilà, il a affronté l'ennemi justement du côté du Constantinois, c'est ça. Du Constantinois. Donc, la mort de Didouche Mourad était prématurée pour les observateurs à l'époque, mais aussi pour tous les responsables de la guerre de libération nationale, de la révolution à l'époque. C'était le premier chef de zone qui tombait au combat. C'est le premier chef de zone, justement, qui tombe au champ d'honneur. Et puis, le 18 janvier, personne ne s'attendait à la mort de Didouche Mourad, parce que la veille, paraît-il, je tiens ça d'un des proches des chefs importants de cette zone, à savoir Azdine Boulmer, qui était très très proche de Bentobel. Donc c'est la dernière version, parce qu'on ignore beaucoup de choses sur les circonstances de la mort de Didouche Mourad. Donc pour Azdine Boulmer, Didouche Mourad, quand il arrive au Constantinois, c'est-à-dire à la tête de cette zone 2, il avait élu domicile dans la région de Zirut Youssef. Donc un autre chef, qui va lui succéder d'ailleurs à la tête de cette zone, à Condé Smendou à l'époque. Et c'était son adjoint à l'époque. Son adjoint, son adjoint à la Wilaya 2. Et puis, après le déclenchement, les difficultés qu'ils ont rencontrées au déclenchement de la guerre de libération dans le nord constantinois, parce qu'ils avaient à peine une trentaine d'armes. Donc, les difficultés, Didouche Mourad, il leur a dit, il faut absolument se rapprocher du peuple. D'accord. Mais Zirut, qui connaissait bien la région, il connaissait la région, il lui dit c'est pas encore le moment. Donc ils se sont, si vous voulez, et ils étaient invités dans une ferme, donc au Douar Souadak, pas loin de Oued Boukarkar, donc où il va donc tomber au champ d'honneur chez une famille. Ils étaient d'ailleurs bien reçus, on leur a préparé un dîner, etc. Dans la soirée du 17 au 18, donc Didouche et Zirut étaient à la tête d'un groupe de moudjahids, donc une vingtaine de moudjahids. Et puis après le dîner, dans cette ferme, Zirut Youssef prend un demi-groupe et il laisse Didouche Mourad avec un autre demi-groupe. Donc Zirut devait rejoindre sa famille. Donc il devait voir sa femme, qui venait d'ailleurs d'accoucher d'avoir un bébé. D'avoir un bébé, voilà. Et puis, il paraît qu'il y avait, il y avait des indicateurs qui ont alerté la gendarmerie donc, de la région. Et c'est comme ça qu'ils les ont cernés. Donc, très très tôt le matin, la ferme était déjà... Voilà, l'embuscade avait été dressée. Donc, etc. par les gendarmes. Et comme Didouche, il avait avec lui 9 moudjahids. Donc c'est ça le demi-groupe. Donc ils n'ont pas essayé de se rendre, mais ils ont décidé de se battre jusqu'à la fin. Et puis donc la bataille était sans égale, parce qu'il y avait 3 bataillons de gendarmerie assistés par des CRS qui ont cerné pratiquement toute la région, donc ils n'avaient aucune chance. Et sur les 10 moudjahids, donc il y avait
8 moudjahid qui décèdent sur place, y compris Didouche Mourad. D'ailleurs, Didouche Mourad n'a pas été reconnu parce que son seul, il n'avait que le pseudonyme, donc c'est Abdelkader. C'était son nom de guerre, même la presse de l'époque, ils l'ont présenté. C'est par la suite qu'on a découvert qu'il était le chef de cette Et pourtant, wilaya. ce chef, justement, de la wilaya 2, le Constantinois en l'occurrence, avait souvent pu glisser justement de ces mailles dressées par l'ennemi, puisqu'il avait fui un tribunal une fois, et il avait, lorsque justement les militants du MTLD, c'est ça, Oui, avaient été alors, arrêtés. donc Didouche Mourad, il était réputé par son dynamisme, son sens d'organisation, et son courage. Donc c'était tout au long de son parcours. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a adhéré au parti. Donc il avait le sens de l'initiative. À l'âge de 15 ans, c'était en 1942. Et puis 2 ans plus tard, il a mis en place un groupe scout El-Amal, donc à Alger. Et puis C'était avec de Behcherif, c'est bien cela? Oui. Donc, il va mettre ce groupe scout qui était très très important à Alger, parce que les scouts, il ne faut pas oublier, tous les grands militants, notamment les militants de l'OS, ont fait ce passage par les scouts qui était une véritable école du nationalisme. La pépinière du nationalisme algérien. Et puis, Didouche, en 1946, et il sera donc parmi les organisateurs, ceux qui vont préparer donc le congrès du MTLD de 1947 à Alger, parce qu'il va se dérouler donc à Bellecour. Oui. Et il était au four et au moulin, comme on dit, en 1947. Ce sont des quartiers qu'il connaissait par cœur, lui qui était le fils d'El Mouradia de la Redoute. C'était juste à côté. Et puis il travaille dans une société de contact, entre autres, parce qu'il a commencé à travailler à la gare d'Alger en tant que cheminot. Et là, il va s'engager au sein de la CGT, donc en tant que syndicaliste, c'est une société de contact. Donc, il avait le sens du contact avec les gens. Donc, et en tant que syndicaliste, il a eu à gérer quand même la cellule d'El Mouradia. Actuellement, donc à l'époque, c'était la Redoute, Bir Moundareis et El Madaniya. Pour un jeune homme comme ça, c'était quand même une grande responsabilité. Donc il avait à peine 20 ans en 1947. Et en 1947, justement, il y avait la création du MTLD, c'est-à-dire la façade légale du PPA, mais aussi ils ont lancé l'organisation spéciale. Ça, c'est la clandestine. C'est l'organisation clandestine. Et parmi les clandestins, justement, parmi les fondateurs de cette organisation spéciale, il y avait Didouche Mourad qui était également très, très dynamique. Et qui était pourtant un des fervents défenseurs des idées de Messal El-Hajj à l'époque, etc. C'était un bon militant. C'était un militant dynamique, assidu, pleinement engagé pour la cause. Et puis en 1947, nous connaissons donc l'affaire des élections. Il y avait les élections de Nejlen qui seront malheureusement truquées. Et Didouche Mourad, il a fait partie donc des militants qui vont faire la campagne. À l'époque, c'était donc pour les militants, pour les candidats du MTLD. Il a été arrêté, donc, et puis il a pu s'échapper du tribunal le jour du procès. Donc très tôt, il a été considéré comme un clandestin. Oui, tout à fait. En tout cas, une partie de l'histoire de Didouche Mourad a été racontée dans un reportage, donc imagé. On va pouvoir voir son image, on va pouvoir avoir le récit aussi de notre collègue Sophia Chouvan qui revient justement sur le parcours de ce héros de la Révolution. C'est pour tout de suite. Didouche Mourad a été l'homme de tous les combats. Il participe en 1947 à la création de l'organisation spéciale OS, branche clandestine du mouvement de triomphe des libertés démocratiques, MTLD.
qui se réunissent, qui parlent d'indépendance, qui parlent de dignité, qui parlent d'honneur, qui parlent de notre histoire bafouée, notre peuple bafoué. Et puis, parmi les jeunes, il y avait quelqu'un qui était, parmi eux, il y avait déjà un militant PPA, du parti du peuple algérien, un parti de Msalih Haï. Justement, Didouche Mourad, militant de première heure, a constitué avec Berchrif et Mustapha Ben Boulaïd le premier noyau à Alger en prévision du déclenchement de la révolution nationale. C'est un symbole, Didouche Mourad Ramz, Didouche Mourad Jazairi, Kima Ben Boulaïd, Kima Krim, Kima Ben Hidi. Didouche, dès lors, s'engage corps et âme avec conviction dans la lutte armée. Il était membre des 22, dont la réunion d'octobre 1954 a constitué le Front de libération nationale. Lorsque la révolution de 1954 approchait, Didouche Mourad voulait qu'elle soit une grande révolution qui puisse être entendue et très fort sur l'ensemble du territoire national, et cela dès la première étincelle. بالتيه تاع بارود قال باللي احنا نكونوا ناس اللي نشعلوا هذيك البتيه نكونوا لي تنسال. Après la première étincelle de novembre 1954, Didouche Mourad a jeté les jalons d'une organisation politico-militaire qui devait par la suite gagner toutes les contrées d'Algérie. Hélas, ce vaillant et jeune révolutionnaire est tombé au combat le 18 janvier 1955 à Condesmendo, actuel Zérout Youssef, près de Constantine. Cependant, ce révolutionnaire accompli laisse l'image d'un homme convaincu par la justesse de sa cause, à savoir la liberté de tout un peuple. Le rôle de Sidi Ahmed Didouche qui est énorme, qui a permis dans une grande part, ainsi que la famille Ben Boulaïd, parce que c'est les deux seules familles qui étaient pourvues matériellement. Sidi Ahmed Didouche, aussi Hamid, depuis jusqu'à 1955, a permis, avant le déclenchement, de préparer la révolution. Aujourd'hui, les nouvelles générations doivent s'inspirer de ce modèle de courage, de sacrifice et d'abnégation que fut Didouche Mourad, mort pour la patrie à l'âge de 28 ans. Eh oui, très jeune quand même, hein, 28 ans. Très jeune, mais il avait participé à toutes les actions, c'est-à-dire à tout au processus de la préparation du déclenchement de la guerre. Absolument, c'est-à-dire que tout le processus qui a précédé le déclenchement de la guerre toutes les étapes. armée. Donc il était donc une partie prenante. Donc en 1950, parce qu'après 1947, il était déjà donc clandestin, mais doublement clandestin, parce qu'il travaillait dans l'os. Et puis il y avait le démantèlement, parce que l'affaire l'os les 130 arrestations du printemps 1950, où il y avait une série d'arrestations qui a touché la plupart, donc tout l'état-major pratiquement de l'os. Et puis parmi... Et là aussi, il a glissé des mains du filet. Et il y avait donc un groupe qui a pu s'échapper, à savoir Didouche Mourad, par exemple, Mustapha Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, qui étaient très très proches, ils étaient proches, donc Mohamed Boudiaf et Didouche. Donc à ce moment-là, ils vont partir en France, c'est-à-dire c'est le parti qui va les charger. La Fédération de France de l'époque. Du MTLD à l'époque, donc ils étaient permanents avec Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf était à l'époque chargé de l'organique au sein de cette fédération que dirigeait Mohamed Yazid. Et puis en France, Didouche va faire un travail extraordinaire parce que il sera contrôleur donc de la fédération. Donc il va contrôler toutes les régions de la fédération du MTLD. Et parmi ces régions, il y avait la Qasma de Sochaux. Et la Qasma de Sochaux, c'est dans cette Qasma qu'il va enraciner l'idée de passer donc à l'action directe, c'est-à-dire à l'action armée. Et d'ailleurs, ça sera la première Qasma qui va adhérer
dès le 1er novembre 1954 au mot d'ordre du FLN. Les autres étaient encore hésitantes entre le MTLD, ils ne savent pas qui a déclenché le... Mais là, à Sochaux, on savait qui a déclenché la guerre de libération en Algérie. Donc, après ce travail d'organisation en France, il revient avec Mohamed Boudiaf. Il rentre en Algérie, et en Algérie, ils vont procéder à la création d'abord du comité révolutionnaire d'unité et d'action. Il était également il était un membre très influent. Donc, avec Mohamed Boudiaf, il a créé, ils ont créé le journal, donc le Patriote, donc de cette organisation qui ne va pas durer longtemps parce qu'on passe à une vitesse supérieure, parce qu'ils vont mettre en place la réunion donc, des 22. Didouche Mourad était également membre des 22. Membre des 22, oui. Mais organisateur de ce rendez-vous. Il y a un détail, parce que pendant cette période, Didouche Mourad, qui était à Alger, qui était très recherché, il vivait chez Bokchoura, Mourad Bokchoura, celui qui va accueillir la fameuse réunion, l'ultime réunion de préparation du 1er novembre. Donc, il vivait entre la Pointe Pescade, Reis Hamidou aujourd'hui, et Alger Centre, parce qu'il y avait la boutique, le magasin de Bokchoura, à la rue ex-rue Milouz, au cœur d'Alger. D'ailleurs, il était très proche de Mourad Bokchoura. Son fils, que nous avons reçu dernièrement à Canal, il se souvient, il m'a dit que c'était Didouche qui lui a appris à nager à la Pointe Pescade, pour vous dire qu'il était un sportif, c'était dans une équipe également sportive. Un sportif. Donc voilà, le destin a voulu donc cette réunion du 24 octobre 1954, la dernière réunion, Didouche est désigné à la tête de cette zone. Il va rejoindre le Constantinois difficilement, dans des conditions très difficiles, donc il va quand même... il faut dire qu'il avait déjà commencé il y avait un noyau. Un noyau de collecte d'armes aussi. Parce que Constantine, c'est pas par hasard s'il est parti à Constantine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était Boudiaf le responsable du Constantinois, donc avec les conseils de Boudiaf. Même Didouche, il était à Constantine avec Boudiaf. Oui. Donc, il connaissait la région. Absolument. Mais le maquis, c'est autre chose. Donc, prendre la tête du maquis, parce que ce n'est plus le combat urbain à Constantine, c'était le maquis. Donc, il avait comme point d'appui à Constantine un baroudeur, un homme qui va marquer également cette zone en la personne de Zerout Youssef. Mais Zerout Youssef, il y avait toute une organisation, parce que Ben Ouda, qui était également chargé de la région de Annaba, il y avait Bentobel, donc Elmilia, Gigel, Emila. Donc, pour vous dire que la région de Constantine était pratiquement bien organisée d'un point de vue humain. Oui. Mais faiblement doté sur le plan matériel. Logistique. Donc il va mettre en place une organisation, il leur a dit, après moi ça sera Zerout, et après Zerout c'est Bentobel, Ali Kafi, etc. D'ailleurs c'est la seule wilaya qui a traversé toute la guerre de libération nationale sans aucun problème de désorganisation, etc. C'était la wilaya la plus organisée pendant la guerre de libération nationale. Voilà. Et justement, pendant ce temps-là, avec justement ses amis de combat, dont de Bechérif aussi, il continue de collecter les armes. Et il est aussi parmi ces 6 qui sont vraiment à l'origine de la décision cruciale du choix du 1er novembre et du déclenchement proprement dit. Voilà. Donc, certains lui attribuent même la rédaction avec Mohamed Boudiaf du texte fondateur le texte fondateur de la révolution algérienne, à savoir l'appel, la proclamation du 1er novembre 1954. Donc il a eu à rédiger entre le 10 et le
entre le 10 et le 24 octobre, il avait rédigé la proclamation qui sera adoptée donc par les 6 et au même temps, il faut le rappeler, Didouche, il a fait un travail extraordinaire avec Ben Boulaïd au niveau de la Casbah, c'est-à-dire ils ont préparé le premier noyau, donc les artificiers, c'est eux qui ont formé les premiers artificiers, ils ont préparé donc quelques bombes artisanales pour le jour J, et ce travail a été fait à partir de 1952. Oui, on n'est pas encore à la bataille d'Alger, donc c'était déjà place. C'est pour ça que j'ai dit il était au four et au moulin dès le départ, c'est-à-dire sur le plan organique, mais sur le plan militaire, c'est-à-dire il avait touché à tous les aspects qui concernaient la préparation du 1er novembre 1954. Oui, c'est dire qu'il était parmi les stratèges de cette guerre de libération qui aura duré 7 ans, et il était justement parmi ces artisans que vous citiez depuis tout à l'heure, charismatiques, complètement dévoués à la cause et complètement engagés dans la lutte pour l'indépendance. L'indépendance, d'ailleurs, il leur a dit, si nous venions à mourir, on aurait nos mémoires. C'est ça, donc on est à quelques jours de la célébration de la journée du Shahid, donc il faut toujours se rappeler de ces chouhada qui se sont sacrifiés, qui ont tout donné. Quand on donne sa vie pour que vive la patrie, je pense qu'on a... Gloire à nos martyrs. Merci beaucoup Hassan Ara de nous avoir permis de focaliser un petit peu sur le parcours d'un des héros et des artisans de notre guerre, glorieuse guerre de libération. On vous retrouvera d'autres rendez-vous, Inch'Allah. Vous qui êtes consultant et animateur d'une émission, la prochaine sera consacrée à qui ? Il sera justement consacré à cette histoire de la cellule, de la Qasma de Sochaux. C'est-à-dire comment la guerre de libération a commencé en France, parce que c'est vrai, il y avait le déclenchement en Algérie, mais il y avait déjà un premier noyau qui a déclenché. Il y avait les bases arrières quand même en France et ailleurs. Dès 1954. Très bien. Donc ce sera quel jour et à quelle heure, juste pour ceux qui ne le savent pas. Tous les mercredis à partir de 22h. À partir de 22h, encore une page d'histoire avec Hassan Arab ici présent. Il faut dire que voilà, ces hommes, ces femmes ont livré un combat héroïque. Aujourd'hui, nous avons d'autres héros d'un autre genre, ceux de la blouse blanche, qui luttent au quotidien. On en a perdu pas mal, qui ont vraiment succombé à ce coronavirus mortel. On assiste aujourd'hui à une 4e vague qui gagne toute la planète. L'Algérie n'est pas en reste. Nous allons en parler dans un tout petit instant avec une invitée qui représente l'Institut Pasteur. Mais avant, on va découvrir un portrait. On est dans la série des portraits, mais un portrait d'un autre genre, celui d'Ahlem, qui s'intéresse aux plantes et aux vertus des plantes. C'est un reportage réalisé par Anis Belkacem. C'est pour tout de suite. Ce petit paradis végétal est le fruit d'une décennie de dur labeur auquel s'est livrée Ahlem. Une femme rurale de la commune de Ain Tolba qui s'est lancée à partir d'un petit potager pour créer cette pépinière. Ici, on en trouve toutes sortes de conifères de qualité, ce qui lui a valu la réputation de la fée des plantes. Dans mon jardin, on trouve toutes sortes d'arbustes, de plantes et même des arbres fruitiers. J'ai des plantes d'intérieur, mais surtout des plantes médicinales destinées à soigner l'anémie, la prostate, les maladies des os. Cette plante que vous voyez ici est appelée le moringa. Elle est connue pour ses multiples vertus. Souvent, je viens m'approvisionner chez Madame Ahlem, car chez elle, je trouve des plantes que je ne trouve plus chez nous à Tlemcen. Un travail qui a été valorisé et soutenu par les autorités concernées à travers l'aide et l'accompagnement de ce projet. L'accompagnement et le soutien de ce genre de projet se fait avant et après. D'ailleurs, notre agence enregistre un taux de 62% de projets qui sont initiés par des femmes rurales. L'Agence nationale des microcrédits octroie des microcrédits à chaque porteur de projet. Comme beaucoup de femmes rurales, Ahlem a su relever le défi en créant sa propre affaire, un projet qui a permis de générer des emplois au profit d'un bon nombre de femmes.
Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois, merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous allons parler justement de ce coronavirus. Rappelez-vous que l'humanité avait été frappée il y a 2 ans par ce virus d'un autre genre, le coronavirus Covid-19, qui a un petit peu, frappé de plein fouet l'humanité tout entière. On n'est pas encore sorti du tunnel, comme on dit. Le bout du tunnel, on ne l'a pas encore vu. Les médecins se mobilisent à nouveau pour une grande campagne de sensibilisation à la Covid-19 et c'est aussi à la faveur de cette nouvelle vague. Pour en parler ce matin, j'ai plaisir à recevoir le Dr Aïcha Ben Salem, qui est médecin virologue et également responsable du laboratoire grippe et virus respiratoire à l'Institut Pasteur d'Algérie. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour et merci en fait de participer à cette émission, à l'effet de nous donner un éclairage. On se pose énormément de questions par rapport justement à cette flambée des cas ou d'atteinte par le nouveau variant, l'Omicron, on le dit? Oui, effectivement. Le coronavirus, on le vit maintenant, on vit avec depuis 2 ans maintenant, exactement. Donc ça a commencé en février 2019 avec le premier cas. Ici chez nous en Algérie. Et on voit maintenant que c'est une pandémie qui... on ne voit pas encore le bout du tunnel, comme vous l'avez dit. Et de variant en variant, espérons que les choses vont dans le bon sens et qu'il y aura une atténuation. Parce que jusqu'à présent, le coronavirus, bon, bien que c'est un virus, la famille des coronavirus est connue depuis longtemps. Hein. Le rhume qu'on a, saisonnier et tout, c'est des coronavirus. Sauf que ce coronavirus est un peu particulier. Parce qu'il a subi des mutations, à chaque fois il y a des mutations nouvelles. Bon, en général, cette famille est connue pour ces mutations, c'est des virus qui mutent beaucoup, et à chaque fois, c'est des milliers de mutations par jour, à chaque fois qu'ils se répliquent, comme on dit nous dans notre jargon, qu'ils se multiplient, ils se reproduisent, ils mutent, et ces mutations, il y a des milliers de mutations, mais qui sont délétères, c'est-à-dire qui n'ont pas de conséquences. Et après, hop, de temps en temps, on retrouve un variant, et c'est vrai. Soit sur la virulence, cette mutation, elle va porter soit sur la virulence, soit sur la transmissibilité, soit sur l'impact de la vaccination, donc sur l'immunité. Mais justement, l'humanité était contente d'avoir ces découvertes, ces vaccins qui ont émergé dans différentes régions du globe. Et puis après, donc c'est arrivé chez nous, donc la vaccination suivait son cours. Quand on a appris un petit peu l'arrivée de ce delta, un peu effrayant parce que là, c'était des morts par centaines, par milliers. Effectivement. Donc, on a eu, avant le delta, on a eu l'alpha, le britannique. Et après le britannique, d'ailleurs, on craignait cette vague du britannique, mais tout de suite après, il y a eu le delta qui a pris le dessus et qui était plus virulent. On a vécu la 3e vague avec le delta, le nombre d'hospitalisations, le nombre de lits d'occupation au niveau de la réanimation, le nombre de décès, c'était la 3e vague, on l'a tous vécu ensemble. Et celle-ci, vous la connaissez particulièrement puisque vous êtes virologue,
mais un peu spécialisée dans les virus respiratoires. Donc, et ça a touché l'aspect respiratoire. Exactement. Le Delta a attaqué les poumons des patients. Donc ces virus en général, c'est des virus respiratoires, pardon, et ils touchent et la sphère ORL et ils descendent au niveau du poumon. C'est pour ça qu'il faut se protéger et porter des bavettes pour éviter justement, et la distanciation pour éviter justement cette transmission. Et là, donc, on a vécu le Delta. Maintenant, il y a eu l'Omicron. Bon, jusqu'à présent, on dit que l'Omicron est moins virulent que le Delta. Mais plus rapidement, la transmission est beaucoup plus transmissible, rapide, exactement, beaucoup plus transmissible. Mais maintenant, est-ce que cette diminution, on va dire, de la pathogénicité de son pouvoir pathogène est réellement due à ces mutations, bien qu'il a 52 mutations au niveau de son enveloppe, de comment on l'appelle, la spike. Mais il faut voir aussi le taux de vaccination. Les gens sont immunisés. Partout dans le monde, le taux de vaccination, il est très très important. Donc, probablement, c'est ça qui a fait que le virus est même virulent. Et chez nous, il faut que la vaccination justement atteigne des taux très élevés pour éviter les complications, parce que même s'il est moins virulent, effectivement, mais il faut craindre les personnes avec des pathologies, les personnes âgées, les personnes à risque. Là, une grippe peut entraîner un décès, donc un corona, même s'il est moins virulent, mais quand même, il peut entraîner... Il peut également entraîner un décès. Que pensez-vous de tous ces patients qui, lorsqu'ils se sentent mieux, une fois atteints du coronavirus, lorsque ces personnes se sentent un peu bien, sortent dans la rue? C'est-à-dire que le confinement respecté dans un premier lieu lors du début de la pandémie n'est plus respecté de la même manière. Ah bah oui, la personne, quand elle sait qu'elle est porteuse du virus, il faut qu'elle se confine, parce qu'on sait qu'elle va contaminer d'autres personnes. Un confinement qui doit durer combien de temps? Il faut le rappeler, parce que les personnes ne respectent pas la durée vraiment préconisée par les médecins. Actuellement, en moins minimum 5 jours. Ça, c'est le minimum. 5 jours, on est chez soi, on ne sort pas, on s'isole dans une chambre pour éviter aussi la contamination des autres membres de la famille. Et par la suite, on peut sortir avec le port de bavette et en respectant la distanciation et en faisant attention. Mais un minimum de 5 jours de confinement. Minimum 5 jours, oui. Mais ce qui est recommandé, c'est un peu plus quand même, aller jusqu'à 10 jours. 10 non, 14 jours, 10 jours, c'est bon. 10 jours, c'est le maximum maintenant. C'est le maximum. Mais un minimum de 5 jours, d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé maintenant avec l'Omicron, c'est 5 à 7 jours pour, c'est-à-dire de confinement. Il faut dire qu'en Algérie, on compte un pourcentage de 67% d'atteinte, ou plutôt, oui, c'est ça, de propagation du virus Delta. Delta, effectivement. Donc, on voit qu'on est crescendo, on voit qu'on est crescendo vers la domination, on va dire, de l'Omicron, parce qu'on était, il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine, on était à 10%, on est passé à 33%. Avec l'Omicron maintenant, mais les deux circulent. En décembre, on était à 10, effectivement, pour l'Omicron. Là, on est à 33%. Effectivement, 33 pour l'Omicron, mais cette semaine, peut-être ça va être plus. De 80% de Delta, on est à 67%. Exactement. Voilà. Donc, mais les deux virus circulent actuellement. Donc, et il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu avec la 3e vague. Donc, bien que l'Omicron est en train de prendre, le manque d'oxygène, etc. L'Omicron il est en train de prendre le dessus sur le Delta, mais le Delta aussi, il est là. Et il faut respecter les mesures de protection, la distanciation et la vaccination surtout. Il faut se faire vacciner. Voilà. Il est vrai qu'on ne peut pas parler à proprement dit de prévention, mais on va quand même donner quelques astuces pour un bon équilibre nutritionnel. Tout de suite, on va retrouver une autre invitée qui va se joindre à nous, mais après un reportage, toujours en rapport avec cette pandémie. C'est signé Sofiane Hamoudi. C'est pour tout de suite. La 4e vague de la pandémie de Covid-19 s'installe progressivement en Algérie. Le nombre de nouveaux cas positifs est en hausse alors que la campagne de vaccination n'a pas atteint sa vitesse de croisière malgré les appels incessants des spécialistes et la disponibilité du vaccin à travers tout le territoire national. Le peu d'engouement pour la vaccination qui est la seule raison donc pour ces deux raisons. On s'attendait à cette vague
On s'attendait bien sûr à cette quatrième vague, comme je vous dis, qui a commencé progressivement depuis 1 mois et demi, qui est en train de s'accélérer ces jours-ci. Nous nous sommes rendus à l'EPSP des Anasser et visiblement, il n'y a pas foule dans les boxes dédiées à la vaccination. Ami Yahya est là pour recevoir sa 3e dose. Alhamdoulilah, ma carte mushkil. D'être la première, d'être la deuxième. Et maintenant, je viens faire la 3e. Je n'ai aucun problème, alhamdoulilah. Bon, on est déjà la 4e vague. Début 2022, déjà ça fait 2 mois, les cas positifs, les suspicions, surtout chez les élèves. Et les cas sont résiduels. On a 90% les consultants la journée. Depuis le mois de décembre passé, le nombre de malades se présentant à la polyclinique a sensiblement augmenté. Le constat est alarmant, le relâchement concernant le respect des gestes barrières et la réticence face au vaccin sont pointés du doigt. C'est le cas de cette dame contaminée après avoir assisté à une réunion de famille à l'occasion de la fête de Yennaïr. On s'est tous réunis chez ma mère et c'est là où j'ai été contaminé, moi et mes frères. L'Omicron, sa caractéristique, c'est que jusqu'à présent, il n'est pas aussi grave que le Delta, mais il est plus contagieux. Et là, la problématique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir beaucoup de cas, et de cas, même s'ils sont moins graves, mais on va avoir un afflux vers les structures sanitaires et on va avoir à ce moment-là une saturation. Pas en termes de lits d'hôpitaux, en termes de réanimation, mais en termes d'afflux vers les hôpitaux. Le taux de vaccination reste donc très faible alors que la 4e vague bat son plein et qu'un relâchement concernant le respect des mesures barrières est constaté, ce qui fait craindre un regain inquiétant de contamination dans les prochaines semaines. Les structures de santé sont déjà sur le pied de guerre. Voilà, et comme promis, nous avons reçu à l'instant Madame Hachi Samira, bienvenue. Merci pour votre invitation. On est ravis de vous recevoir, surtout que vous allez nous apporter quelques conseils, une hygiène de vie à adopter en cas d'atteinte au Covid-19 ou également, peut-être en amont, renforcer son corps. Exactement, surtout pour la prévention. Alors, personnellement, j'ai remarqué que les gens se focalisent trop sur la prise de la vitamine C, mais tout en ignorant leurs bonnes habitudes alimentaires qu'il faut corriger. Alors, la première erreur, surtout à éviter en cas d'atteinte en Covid-19 ou même pour la prévention, c'est surtout les aliments trop sucrés. Le citoyen algérien, il prend trop de sucreries en excès. On est gourmand, en Algérie. Exactement. Alors que pour que vous sachiez, les sucreries ou le sucre blanc, il affaiblit le système immunitaire. Ça veut dire que les globules blancs seront affaiblis. On a un système immunitaire qui ne pourra pas vraiment être se défendre. Trop fort pour défendre une telle maladie infectieuse. Même pendant l'infection, j'entends des gens parler et dire voilà, il faut manger, tu dois manger beaucoup de sucreries pour te donner de l'énergie, etc. Donc c'est faux, ça va encore affaiblir l'immunité. Et au lieu de se baser uniquement sur la prise de vitamine C, il ne faut pas oublier la vitamine D qui est un bon régulateur de l'immunité et que nous avons remarqué surtout une carence très importante en vitamine D ici en Algérie, malheureusement. Et pourtant, on est un pays ensoleillé. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'avec les pandémies, les personnes s'exposaient beaucoup moins qu'avant. Oui, mais il faut voir aussi l'alimentation, parce que vous savez, nous avons de très mauvaises habitudes alimentaires et on mange de moins en moins des aliments qui sont riches en vitamine D. Je cite comme exemple. Bon, nous avons le poisson, ça déjà, c'est connu. Ils vont nous dire que le poisson, il est cher, etc. Mais nous avons de belles sardines qui peuvent faire l'affaire. Vous avez par exemple le jaune d'œuf qui est très riche en vitamine D. Nous avons le beurre et l'huile d'olive. Nous sommes un pays d'huile d'olive. Absolument. Donc, pourquoi ne pas opter pour l'huile d'olive, ne serait-ce que dans les salades. Comme assaisonnement, même pour la cuisson, une cuillère à soupe fait l'affaire. Également, peut-être des arachides comme des cacahuètes, des amandes, etc. Mais surtout, pas salées. Il faut aussi revenir à la nature. Et quand je dis revenir à la nature, ça veut dire les tisanes
et les plantes qui ont un effet thérapeutique ou même préventif. Je cite comme exemple, nous avons l'origan, zatar, c'est l'origan sauvage. Très consommé en Algérie. Voilà, donc ils disent, ah attends, je vais, par exemple quand je tombe malade, je vais faire une tisane. Non, mais on peut le prendre, par exemple, mélanger à une cuillère à soupe d'huile d'olive le matin au petit déjeuner. Au lieu de prendre des sucreries, au lieu de prendre par exemple les substituts de lait, qui sont trop sucrés comme au chocolat, aux fraises, etc., les aromes. Donc pourquoi prendre ça au lieu de prendre l'huile d'olive avec de l'origan, je répète, avec des graines de sésame qui sont aussi riches en oméga 3 et ça va aussi nous aider la défense immunitaire. Donc même pour... Mais pour revenir aux zatar, il y a des voix qui disent qu'il faut faire attention quand on est hyper tendu. Ne pas le prendre dans une tisane trop chaude. Ou, il faut peut-être le prendre... C'est généralement... Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une contre-indication pour les hypertendus, contrairement au gingembre. Au gingembre, il faut faire attention parce que c'est un vasoconstructeur un petit peu, donc il faut faire attention. Mais mettre un tout petit peu de gingembre, par exemple, lors de la cuisson des plats, etc., ça ne va pas vraiment... Gingembre frais, de préférence. Oh oui, de préférence, mais si c'est pas disponible, on peut le prendre en poudre, il n'y a pas de souci. Sinon, pour le plat de résistance, on va dire le déjeuner et le dîner, donc il ne faut pas se baser uniquement sur les féculents. Donc on est un pays très consommateur de pommes de terre et de pâtes, et on ignore les légumes. Donc, pour faire l'équilibre, il faut absolument manger des légumes. Et je dis les légumes, ça veut dire que on doit varier les couleurs. Donc tout ce qui est, surtout tout ce qui est orange, tout ce qui est orange, vert, etc. Même pour les fruits, on a de très belles oranges. Déjà, l'orange algérienne, elle est de très bonne qualité. Elle est riche en calcium. Donc il n'y a pas que le lait qui est riche en calcium, il y a assez de magnésium. Déjà par 100 grammes d'orange, nous trouverons 34 mg de magnésium, c'est déjà pas mal, déjà une orange c'est 200 grammes. Donc voilà les agrumes, on peut opter aussi pour le citron, faire quelques rondelles dans 1 litre d'eau. Donc ça pose pas de problème, c'est riche en citrulline qui a pour but aussi de renforcer l'immunité, c'est riche aussi en vitamine C. Dès le début de la pandémie, on se rappelle, les Chinois avaient parlé de ces solutions alcalines, du thé, bien sûr, aussi de surtout citron. le citron, beaucoup ils ont une fausse idée reçue, que le citron il est acide, etc. Oui, il est acide dans la bouche, mais il a un effet alcalinisant, pas acidifiant, contrairement à ce que les gens croient. Juste, il ne faut pas abuser, surtout pour les gens qui ont des gastrites, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit dilué, hein. Sinon à éviter. Beaucoup d'eau, oui, j'ai dit quelques rondelles, 2 ou 3 rondelles dans 1 litre d'eau. Donc, c'est vraiment dilué. C'est-à-dire, on laisse décanter, on laisse reposer et on consomme ça tout au long de la journée. Exactement. Voilà. Surtout, moi, je mets en garde contre l'automédication des compléments alimentaires. C'est devenu très tendance. Les gens croient que ça n'a pas de danger. C'est sain, ça n'a pas d'effet secondaire. Alors, il faut faire attention. Même les compléments alimentaires doivent être sous prescription médicale seulement. Si on veut bénéficier des bienfaits, par exemple du zinc, les vitamines, etc., il faut faire recours à l'alimentation naturelle. De préférence. Dans quels aliments on trouve le zinc, docteur? Alors, dans quels aliments? Généralement, le zinc, c'est beaucoup plus dans les poissons. Mais on le trouvera également, par exemple, dans le foie. Que ce soit le foie d'agneau, le foie de bœuf, de veau et aussi le foie de volaille, tout simplement. On trouvera du zinc même dans les noix et dans les amandes. Oui. Voilà, que pensez-vous de tout cela, docteur? Oui, tout à fait, entièrement d'accord avec elle. Et puis, comme elle a parlé, on est un pays d'agrumes et on est en plein saison, donc il faut profiter au maximum. La vitamine C, que de la prendre en comprimé, prenez-la en orange et en citron, en mandarine. On a de la très belle mandarine. Donc moi, justement, cette automédication et ces antibiotiques qui sont pris comme ça pour un virus, alors qu'ils n'ont aucun effet sur les virus, les antibiotiques. C'est vrai qu'on a commencé à donner
l'azithromycine. Oui, l'azithromycine, tout le monde prenait prend. systématiquement du Il faut penser Zithromax, oui. aux résistances qu'on va Plus avoir. tard, on aura un réel Exactement, problème de parce que c'est résistance. des virus et ce ne sont pas des bactéries. Donc on ne les traite pas avec des antibiotiques. Les antibiotiques sont donnés par un médecin quand il y a une surinfection. Absolument. Mais c'est un virus, on ne le traite pas, on donne un traitement symptomatique. Et bon, c'est vrai qu'on a commencé à donner des comprimés de vitamine C et tout, mais quand on est en plein saison, vaut mieux profiter de la vitamine C naturelle. Absolument. Si vous permettez, Pays docteur, ensoleillé, avec de la belle orange, de la belle mandarine, la tomate, tout ça, c'est des fruits qui renforcent l'immunité. Favoriser les fruits et les légumes dans l'alimentation. Oui. Moi, j'ai une dernière question à poser au docteur, à Aïcha Ben Salem ici présent. Donc, docteur, voilà, on est en pleine campagne de sensibilisation à la vaccination, à la prévention aussi, on va en parler. Mais justement, pour les personnes déjà vaccinées, qui ont eu leur deuxième dose, est-ce qu'elles peuvent changer justement de vaccin ou faut-il refaire en troisième dose le même? Parlez-nous de la compatibilité des vaccins. Alors, tout le monde se pose pour la question. vaccination, effectivement, on a reçu tous 2 doses de vaccin, du même vaccin, parce qu'il faut faire un rappel avec le même vaccin. Mais pour la 3e dose, on peut faire la 3e dose avec le même vaccin, mais de préférence changer. Parce qu'on parle de l'hétérogénéité de la vaccination. La vaccination hétérologue, c'est-à-dire se vacciner au début avec un vaccin, après changer, là on booste mieux notre immunité. Et on développe une meilleure immunité. Donc, vaut mieux, si on se vaccine avec le même, ça ne fait rien. Si on est au Sinovac, on peut passer à quel type de vaccin, par exemple Johnson, n'importe quel vaccin est valable. D'accord, très bien. Mais il est recommandé donc. Il est recommandé de faire une hétéro, c'est-à-dire un mélange. Est-ce que tout le monde doit se vacciner une 3e fois, docteur? Oui. Oui, actuellement, c'est recommandé pour toutes les personnes de se faire vacciner une 3e dose. Actuellement, on commence chez nous à partir de 18 ans et plus. Bon, j'espère qu'on va encore descendre parce qu'il y a les pays qui sont descendus. Mais moi, ce que je conseille aux jeunes, justement, qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est de se faire vacciner. C'est vrai que vous avez une bonne immunité, vous êtes jeune, vous êtes en pleine force. Mais on a vu des personnes en bonne santé, on a vu des personnes décédées, on a vu des personnes dans la réanimation qui sont jeunes, aucune pathologie. Donc, vaut mieux se faire vacciner, même si toi, en tant que jeune, tu as une bonne immunité, mais tu vas faire rentrer le virus chez toi et il y a tes parents qui sont malades, qui sont âgés, qui peuvent être contaminés. Donc, vaut mieux se faire vacciner pour éviter toute... On va vers une immunité collective, on essaye d'y travailler en tout cas. Exactement. Tout le monde doit y mettre du sien. Et mes docteurs, entre la 2e dose et la 3e, faut-il attendre longtemps? Combien de mois? Ce qui est recommandé actuellement chez nous, c'est 4 mois. C'est vrai qu'au début, c'était 6 mois recommandé, mais actuellement, on est descendu à 4 mois parce qu'on a vu que l'immunité commence à descendre à partir du 3e mois. Donc là, il faut booster son immunité et prendre une 3e dose à partir du 4e mois. D'accord, voilà qui est bien dit. Donc vous vouliez rajouter une idée, je vous interromps. Pardon, madame. C'est juste pour revenir sur la question de la supplémentation en vitamine C. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui prennent des méga doses en vitamine C. Normalement, vous avez déjà entendu parler. Alors, j'aimerais mettre en garde les personnes qui font ça. Sachez que l'intestin, il est saturé à 1 gramme de vitamine C. Donc, si vous prenez 20 grammes, ça donnera seulement des hypoglycémies réactionnelles. Et ça ne sert à rien du tout parce que déjà, l'intestin ne peut pas absorber plus qu'1 gramme. Et franchement, ça ne va pas vraiment renforcer votre immunité. Donc, ça, c'est un protocole qui n'a vraiment pas de sens. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est recommandé? Donc, de prévenir les carences. Donc, faites votre consultation chez un médecin, faites votre bilan annuel, contrôlez votre vitamine D sanguine avec votre médecin. Si vous êtes carencé, c'est votre médecin qui va corriger cette carence en supplémentation. Et bien sûr, optez pour une alimentation variée. Ne mangez pas que des féculents. J'insiste sur ça parce que nous sommes un pays très consommateur de féculents et on ignore les légumes et les fruits. Moi, je reçois par exemple des patients qui mangent rarement des fruits, par choix.
Ce n'est pas par manque de moyens ou autre chose. Voilà. C'est par choix. Ils optent pour les boissons sucrées et ils oublient. Préfèrent prendre des sodas plutôt que surtout des pour les fruits enfants. à table, oui. Surtout pour les enfants. Oui. On est en train d'inculquer de fausses habitudes alimentaires en donnant que des jus, que des yaourts sucrés. Donc pourquoi ne pas revenir aux bonnes habitudes qu'on a connues à l'ancien, le régime méditerranéen. Exactement. Il est connu. Tout à fait. Fruits et légumes. C'est vrai que nos aïeux se portaient mieux. Ils avaient une couleur de peau comme ça, pétillante, avec vraiment des rougeurs sur les... Et bien sûr, les l'activité physique. Hein. Ouais. L'activité physique. Et quand je dis l'activité physique, ce n'est pas seulement la musculation. Parce que beaucoup nous disent « Ah, je fais de la musculation ». Mais il faut travailler le cardio. C'est le meilleur sport. Il faut faire de la marche. La marche rapide en même temps. C'est pas la marche de quelques secondes. Les travailleurs peuvent par exemple profiter de l'heure de pause pour sortir marcher ne serait-ce que 20 minutes. Absolument. Voilà. Merci infiniment donc Madame Samira Hachi. Donc vous êtes nutritionniste. Vous nous avez permis d'avoir quelques conseils précieux concernant la prévention ou l'attitude, la meilleure attitude à adopter en matière nutritionnelle face à cette pandémie. Donc merci également au docteur Aïcha Ben Salem ici présente, donc médecin et virologue responsable du laboratoire grippe et virus respiratoire à l'Institut Pasteur d'Algérie. Merci infiniment pour tout cet éclairage. Je vous souhaite une bonne santé pour cette année qui s'annonce plutôt mal avec cette nouvelle vague. Mais bon, on souhaite quand même une bonne santé à tous ceux qui nous suivent ce matin et on salue tout le personnel médical où qu'il soit pour vraiment l'abnégation, la résistance et aussi le service qu'ils apportent à tous les patients. Tout de suite, voilà, la séquence prochaine, mesdames, messieurs, ce sera consacré au sport. C'était le dernier mot de notre nutritionniste ce matin. Et bien sûr, l'actualité sportive, c'est pour tout de suite avec notre ami Bouguenoua. Bienvenue encore une fois à tous. On va revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations ce matin avec notre ami ici présent. Donc Mahmoud Bouguenoua, bienvenue. Merci, bonjour Ladia, bonjour à toutes et à tous. Vous avez vécu vraiment un moment triste comme tous les Algériens face à leur écran. Triste, nerveux, difficile, fatigant, un moment difficile. Voilà, une compétition très très difficile pour les Verts, les Fennecs. Donc se sont inclinés face à la Guinée équatoriale, 1 but à 0. Un but à 0. Bon, on aurait préféré un but partout, mais bon. J'aurais préféré se contenter de ça. Un moment difficile, un match très compliqué dans des conditions
très dur. On l'a vu avec une pelouse dans un état lamentable, des conditions météorologiques aussi, aussi très difficiles. Riyad Mahrez qui trébuche avant de lancer le ballon pour un corner, c'est assez rare. Hein, oui, on aura l'occasion, je pense, de reparler. On va en reparler sûrement après ces images signées donc Saïd Fella qui est notre envoyé spécial au Cameroun, et voici le compte rendu qu'il nous a envoyé relativement à ce match disputé par les Verts. C'est avec ces applaudissements des journalistes algériens présents ici à Douala que Djamel Belmadi a débuté son point de presse après cette défaite concédée face à la Guinée équatoriale. Un coach national très marqué par ce revers inattendu, mais soutenu par toute une corporation. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement des matchs et puis ressortir avec 0 point, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Les Verts ont perdu une bataille, mais assurément pas la guerre. Certes, derniers de leur groupe E après 2 matchs disputés, ils ont toutefois leur destin entre les pieds. Il suffit de battre la Côte d'Ivoire ce jeudi pour continuer à rêver. Moi, je crois. Moi, tant que je ne suis pas mort, hein, c'est évidemment une image, tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais s'avouer vaincu, jamais abandonner. La mobilisation de tout le monde est nécessaire pour oublier ces 2 échecs et repartir de plus belle. On a tout fait, on a tout donné. Et il y a des moments difficiles comme ça. Et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On gagne, on fait des bons matchs. On est comme une famille. Et maintenant, ça arrive à un moment difficile. On s'est conscient. Et Inch'Allah, on va continuer à travailler. Et le prochain match, on va tout donner. Inch'Allah, on va se qualifier. La série d'invincibilité des Verts s'arrête donc à 35 matchs. Un nouveau record africain pour des Verts qui nous ont apporté tant de bonheur durant ces 3 dernières années. Et voilà une citation de Belmadi qu'on retiendra très longtemps, bien sûr, à l'image de celle d'Oscar Wilde ou de grands écrivains qui avaient vraiment parlé d'espoir. Oscar Wilde qui dit, par exemple, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et ils sont toujours dans les étoiles, hein, les Fennecs. On l'espère, hein. La 3e du moins, on l'espère sur cette édition. Oui, Belmadi qui dit, tant que je suis en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est jouable. L'équipe a son destin entre ses mains ou ses pieds, comme le disait avec un peu d'humour Saïd Fellek. Effectivement, là, c'est un début de compétition, le pire qui aurait pu nous arriver. Donc, on fait un match nul contre l'équipe de Sierra Leone, qui au final a montré qu'elle était une équipe redoutable, puisqu'elle a accroché également face à la Côte d'Ivoire, tout à fait, en égalisant, en revenant 2 fois dans le match, en égalisant 2 fois. Donc ce premier faux pas contre la Sierra Leone, et puis cette défaite surprise, on ne s'attendait pas du tout à perdre, avec tout le respect qu'on a pour cette sélection de Guinée équatoriale. On ne s'imaginait pas perdre déjà cette CAN, et puis stopper notre série d'invincibilité de 35 matchs contre... Elle s'arrêtera à 35. Elle s'arrêtera à 35. On va peut-être détailler un peu. 35, il y a devant nous l'Italie, hein, qui a perdu au bout de 37 matchs, donc il y a quelques mois, et on égale quand même l'Espagne, la grande Espagne de 2006-2008, et le très grand Brésil de 93-96. 2 équipes championnes du monde et championnes continentales. Voilà, c'est quand même un résultat indéniable qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas oublier. 4 ans de travail, 4 ans d'efforts, 3 ans. Une très grosse performance. On a beaucoup de déceptions. C'est peut-être aussi ça qui nous a joué un mauvais tour. C'est cette pression qui pesait sur nous. Et c'est le fait qu'on était l'équipe à battre. Toutes les sélections africaines
ont bien étudié le jeu des Algériens. Oui, voilà, déjà, disons que ça, les coachs ont travaillé là-dessus. Oui, voilà. C'est leur travail. C'est absolument quand on ça. veut battre une équipe, forcément, il faut l'étudier. Après, il faut qu'on parle aussi, il faut savoir balayer devant sa porte. Et il faut qu'on parle aussi de notre équipe. Ça n'a pas forcément... Il y a quelque chose qui cloche. Dans toutes les discussions qu'on a, on se dit... Est-ce que tous quelque les chose s'est commentateurs de par le monde avaient le même fait. discours autour du match Algérie-Guinée équatoriale. Et pas seulement. Oui, c'est vrai que la plupart des commentaires émis par ceux qui ont suivi le match versent dans cette idée que c'est vrai que en fait l'Algérie était favorite, mais elle était sous la pression justement de ce classement qu'on vient d'évoquer. Le classement maintenant qu'il est un petit peu éludé, ils vont peut-être regagner cette compétition de plein fouet. Tout à fait. Et puis honnêtement, ça faisait quelques semaines ou quelques mois qu'on se posait des questions sur le jeu. Ça, défensivement, c'était poussif. La défense, c'était pas l'assurance tout risque, notamment en défense centrale. Il y avait un problème de relais dans le jeu, au milieu de terrain. On se posait, on l'a vu, le dernier match d'éliminatoire à la Coupe du Monde face au Burkina Faso à Blida, ça a été très serré. Il a fallu le décrocher, le match nul ici à Blida. Et j'insiste, c'est pas pour justifier l'échec ou là, mais les conditions de jeu et les pelouses, franchement, c'est vraiment pas... vous savez, il y a eu une très grosse polémique avant cette Coupe d'Afrique, les clubs européens qui voulaient pas libérer leurs joueurs. Certains ont eu des mots très durs au sujet de cette compétition en disant que c'était un petit tournoi. C'est pas avec des pelouses comme ça qu'on va prouver le contraire. Prouver le contraire, tout absolument. À fait. Et d'ailleurs, la CAF devrait tenir une réunion aujourd'hui pour délocaliser le match de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire du stade de Japoma à Douala vers le stade de Yaoundé, qui possède une pelouse un peu plus en meilleur état. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, on va réécouter le sélectionneur national tout de suite dans ce petit extrait et on va y revenir encore. Ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit généralement ce qu'on apprend, nous les entraîneurs, pour nos instructeurs, ne jamais parler à chaud, jamais parler tout de suite après le match, si ce n'est pour sortir des banalités, notamment quand on gagne. Pas de problème, quand on gagne, on peut tout dire. Mais là, j'avais envie de leur parler, parce que j'ai vu évidemment un groupe de coéquipiers, de compatriotes, c'est pas un club, de frères, qui étaient peinés, qui étaient frustrés, qui étaient presque abattus. Et je leur ai dit que, effectivement, je suis encore plus peiné pour eux, pour notre pays. De par les efforts qu'ils produisent et la non-récompense. 2, du fait qu'ils soient inévitablement, incontournablement, de par les résultats, dans le doute. 3, qu'une série de 3 ans de travail vient à s'estomper, à s'arrêter, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de la Guinée équatoriale, de manière soudain. Et croyez-moi que ça fait mal. Mais si véritablement, et on l'est, je sais que voilà, le monde va s'abattre sur nous, pas de souci là-dessus. J'en prends très largement la responsabilité, je les ai très tranquillisés là-dessus, que nous, ce qui devait nous importer, et ça qui m'intéresse, c'est juste dans notre vestiaire et dans notre groupe, de croire absolument. C'est vrai que c'est l'Everest, pas de par la qualité incroyable, indéniable de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une grande équipe, c'était une grosse nation du football,
avec de grandes individualités. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont insurmontables. C'est une autre situation à nous. Le fait de rentrer dans ce tournoi après 2 matchs et avoir un point, le fait de fournir des efforts et ne pas les concrétiser. Voilà, c'était les propos du sélectionneur des Fennecs, vraiment très, très peiné par le résultat, affecté. Mais en qui tout le monde a foi, en fait, par rapport à l'organisation de ce dernier match. Complètement. Donc gagner, si on gagne, on est qualifié, hein, on repasse devant la Côte d'Ivoire, pour sûr. Il y a aussi une petite chance si on fait un match nul, mais ça dépendra à ce moment-là des résultats des autres groupes, parce que pour rappel, la qualification, comme c'est une CAN à 24 équipes, les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés et les 4 meilleurs deuxièmes, donc 4 sur 6. Bon, c'est jouable. Voilà, c'est jouable et vraiment on souhaite toute la réussite à cette équipe qui nous a honorés à toutes les instances et toutes les compétitions. Donc merci infiniment Mahmoud Bouganmouh et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Bon vent au vert et bonne journée à tous. À très bientôt. شفنا عوام جايزين وحلفنا ما بيناتنا نبقى كلنا مجمعين